Stelios Kouloglou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à toi. Est-ce que toi-même, de voir Emmanuel Macron, donc Stelios Kouloglou, qui est aussi eurodéputé, hein, donc on a mentionné le documentaire dont on parlera un peu plus après, est-ce que ça t'évoque quelque chose, ce président Macron, cette figure que tu vois peut-être de l'étranger, qu'est-ce que ça t'évoque? Écoute, tous les lignes de miel sont heureuses. Ça va aussi pour la politique que pour le mariage. Mais après, les problèmes commencent. Je pense qu'on n'a rien vu pour l'instant. Tout le monde est heureux. Il y a de nouveaux députés qui ont été élus et tout ça. Mais après, c'est pas que... Je ne pense pas que la situation sera si confortable pour l'avenir pour Macron qu'aujourd'hui, parce qu'il veut faire des changements qu'en Grèce on appelle des réformes. Ce ne sont pas des réformes, c'est plutôt des destructions. Des contre-réformes en France. Non, on va voir. C'est pas facile. Hein? On a 5 ans de voir et de raconter des choses. Alors pour le coup, nous donc en France on connaît actuellement cette lune de miel avec un président qui est un peu d'emblée annoncé comme libéral, comme néolibéral. Pour le coup en Grèce, donc que tu connais bien mieux, vous avez pu connaître un autre espoir, vous en tant que membre de Syriza, du parti Syriza, donc considéré peut-être comme la France insoumise, disons. D'ailleurs, la France insoumise qui fait partie, enfin, pas en tant que la France insoumise, mais bref, Mélenchon, typiquement, fait partie de la gauche unitaire européenne. Alors vous, donc, en Grèce, vous avez connu l'élection d'un membre de votre parti, Syriza. Et cet espoir-là, alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, donc, maintenant, ça fait quoi? Ça fait 5 ans, ça fait 4 ans, 4-5 ans que Tsipras a été élu en Grèce? 2 ans. 2 ans seulement? Je pensais que le temps était passé bien plus vite. Oui. Ouais, et alors, donc, cet espoir, qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant? On a suivi de près les élections présidentielles et législatives françaises. Je pense que, évidemment, ce serait beaucoup mieux que Mélenchon soit élu, mais ce n'était pas le cas finalement. Mais nous pensons qu'il a mené une très bonne campagne. Et en ce qui concerne Macron, moi je pense que, bien que son attitude d'abord était très positive vis-à-vis de la Grèce par rapport à l'Allemagne, je pense que Macron sera plus ou moins obligé de suivre la politique allemande, ça veut dire la politique d'austérité et tout ça. Alors, c'est mieux évidemment que Marine Le Pen, mais je pense qu'on va voir le même comportement que Hollande avait face à la Grèce, qui était une soutien mais très passive. Alors, faisons un peu de politique prospective. Imaginons que peut-être Mélenchon conquiert un jour le pouvoir comme l'a fait Macron. Est-ce que justement on aurait pu voir peut-être une métamorphose du champ politique suffisante pour justement lutter réellement contre cette Union européenne qui, on l'a vu en Grèce avec Anthony Tsipras, et effectivement très 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 dur à combattre, quoi. On a besoin, en Europe, on a besoin de changements radicaux de toute l'Europe, y compris en France, y compris en Grande-Bretagne, là où Jeremy Corbyn a fait un très bon boulot. Mais je sais pas, le problème c'est que la plupart des pays européens tournent vers la droite que vers la gauche. Et alors, je sais pas,
Moi, je suis de nature optimiste, mais maintenant, je suis un optimiste désespéré. Oui, bah, c'est sûr que bon, on peut encore attendre jusqu'aux élections européennes de 2019, hein, qui nous annonceront éventuellement un renouveau. Dans 2 ans, oui, mais le changement viendra plutôt à travers le pays qu'au niveau du Parlement européen. Parce qu'au niveau du Parlement européen, on ne peut pas attendre des changements radicaux. Ouais. Parce que, pour quelle raison? Qu'est-ce qui empêcherait le Parlement européen de mener effectivement un retournement? Parce que d'abord, nous avons les ex-pays de l'Est qui sont très à droite. Alors le rapport de force devient négatif pour tous les changements. Ça veut dire les pays qui sont venus, le nouveau venu pays, comme c'est le cas avec la Pologne, l'Hongrie et tout ça, ils ne veulent pas même écouter de la gauche. Nous n'avons pas un seul député, pas seulement, nous avons 3 qui viennent de la République tchèque, mais sinon il n'y a pas de, nous n'avons pas de députés qui viennent de la Pologne, de l'Estonie, de tous les autres pays, de l'Hongrie et tout ça. Et alors le rapport de force devient plutôt négatif que positif. Alors, mais si on si on peut changer un pays, ça va aussi bouleverser tout le monde. La Grèce a changé, mais la Grèce était trop petite pour avoir ce rapport de force-là. Bouleverser tous les paysages politiques européens, affaiblis aussi par les sanctions, l'austérité et tout ça, la Troïka. Alors, donc la Troïka, la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne et l'Eurogroupe. Oui, toutes les institutions finalement européennes. Toutes les armes de la guerre moderne, ça veut dire de la guerre économique. Parce que maintenant, on n'a plus besoin de ça pour faire des coups d'État traditionnels. On peut faire le boulot avec des autres moyens moins clairs que le coup d'État. Alors, on a aussi les médias. Ils ont les médias avec eux qui confusent le paysage. Alors, c'est plus difficile, mais on peut pas. On ne doit pas perdre baisser les bras. Baisser les bras ou perdre l'espoir. Parce que ça va. On voit déjà dans les différents pays qu'il y a la jeunesse qui monte, qui demande des changements. C'était le cas aux États-Unis avec Bernie Sanders. C'était le cas avec Corbyn, Mélenchon, en Grèce, je sais pas. Podemos en Espagne aussi. Alors ça va changer, je pense. Ça prend du temps, mais ça va changer. Alors Stelios Koulouglou, toi qui es à la fois député et optimiste, donc, mais avec bien d'autres casquettes qu'on va découvrir, selon toi justement, quelles armes finalement il nous reste pour se bagarrer au sein de ce rapport de force qui reste à construire? Lutter contre les politiques d'austérité qui soient établies à ce moment-là, lutter contre commencer une guérilla contre les médias traditionnels, comme vous le faites justement. Aussi se mobiliser, trouver des alliances, tout ça. Et il faut faire beaucoup de boulot, mais c'est nécessaire. Alors, pour faire une juste transition, est-ce que le rire ne ferait pas partie justement de ces armes qui nous restent? Absolument. Le rire, c'est une arme politique très efficace, d'ailleurs.
Comme le fondateur de Charlie Hebdo disait, Cavana, l'humour c'était un coup de gueule, coup de poing dans la gueule. Alors, c'est comme ça, c'est pour ça on peut expliquer pourquoi deux fous ou assassins ont assassiné toute une équipe de dessinateurs parce qu'ils faisaient des blagues. Alors, mourir de rire, c'était le cas donc de l'équipe de Charlie Hebdo. Ça fait maintenant un petit moment qu'on connaît cette histoire. Vous-même, au sein du Parlement européen, vous avez tenté, il y a quelques temps maintenant, un coup d'éclat, un coup de gueule, un coup de poing dans la gueule voilà, des institutions. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu ce coup-là avec les Yes Men, c'était le slogan? On voulait faire quelque chose contre la guerre. C'était après les attentats à Paris et la France a réagi en bombardant la Syrie. Ça veut dire on a ajouté la guerre sur la guerre. Et je pense que c'est un cercle vicieux qui sans issue. Alors, mais organiser une conférence de presse traditionnelle pour dénoncer la guerre, personne ne viendrait, ni les médias, même ni nos assistants. Quoi. Et alors, on a organisé un canular avec les Yes Men, c'est un groupe d'activistes américains qui utilisent l'humour en tant que pour souligner, faire des actions politiques de toute façon. Et alors, on a organisé un canular et un des types là, on a organisé une conférence de presse et tout le monde était là, tous les médias. Et lui, il se présentait comme un spécialiste de la guerre et de la lutte antiterroriste. Et il a démantelé tous les arguments traditionnels pour lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire faire la guerre, assassiner les leaders politiques, faire la surveillance à tout le monde. Il a démantelé ça en disant que ni l'assassinat de Osama Bin Laden n'a pas terminé le terrorisme, au contraire, parce que après nous avons Charlie Hebdo, nous avions aussi les attentats à Paris et tout ça. Ni la guerre, parce que l'évasion de l'Irak a aussi comme fait l'État islamique et tout ça. Surveiller tout le monde, c'est pas possible, parce qu'on a besoin de 100 flics pour une personne. On ne peut pas suivre tout le monde. Alors, il a proposé une autre solution, c'était une blague, parce que nous avons préparé une espèce de, je sais pas, de vêtements spéciaux, de costumes très gros, là pour se défendre. Pour se défendre, mais seulement pour les Russes, parce que c'était tout un système là-dedans dans cette, comment dirais-je, c'était pas vêtements, effectivement, c'était des scaphandres un scaphandre de protection, quoi. C'était carrément vraiment tout un accoutrement, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, effectivement. Et alors, les médias l'ont cru. Ouais. Alors, ça a été diffusé, qu'il y a un spécialiste américain qui propose des solutions contre le terrorisme, mais seulement pour les riches. Parce que seulement les riches puissent acheter trop cher, tout ça. Et après, on a dit que c'était une blague. Et ça a été. J'ai filmé tout ça. Ouais. Il y avait pas mal de monde, tout ça, des médias. C'était la une des journaux belges le lendemain. Alors finalement, on a fait un point. On a communiqué. On a fait un point en disant que c'était pas, une blague. C'est une blague, la guerre, c'est pas la réponse efficace à la question. Et alors j'ai filmé ça, ça fait partie
aussi des autres histoires drôles, et aussi une histoire tragique qui est les assassinats au Charlie Hebdo, qui font ce documentaire, Mourir de rire, qui sera aussi présenté à Strasbourg au mois d'octobre. Voilà, donc au mois d'octobre, ce sera même a priori le 10 octobre, en tout cas début octobre, la deuxième semaine où se tiendra donc la session plénière du Parlement européen. Alors une projection au cinéma à l'Odyssée, voilà, c'est ça, au cinéma à l'Odyssée. Que tu présenteras toi-même? Oui, c'est toujours le cas, parce que j'ai présenté déjà 2 autres films à moi là. 3 ou 4 films j'ai déjà présentés là. Oui, tout le monde est invité, et vous aussi. Et on va faire des blagues. Il faut réfléchir pour faire une blague à nouveau. Parce que après ça, il y avait pas mal de gens dans le Parlement qui me disaient qu'il faut suivre ce modèle des actions qui ne sont pas traditionnelles. Et qui font les gens à la fois rire, mais aussi réfléchir sur le contenu du problème. Oui, faire intervenir même des champs artistiques jusqu'à la performance dans les hémicycles, quelque part. Oui. Alors, je ne vais pas maintenant vous dire qu'est-ce qu'on va faire. Ah, donc il y a quand même un plan. Mais quand même, on doit faire quelque chose davantage pour faire aussi un prochain film, non? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que on peut attendre ça donc pour octobre aussi, c'est ça? C'est votre petit. Le canular? Ouais, le canular. Je sais pas exactement. Encore. Non, je ne sais pas, mais vraiment je ne sais pas. Parce qu'il y a un autre groupe qui est très intéressant, qui est présenté dans le film, qui s'appelle le Flash Mob. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce groupe qui font des interventions pendant les débats politiques officiels, en commençant à chanter une chanson pour le peuple, pour respecter les votes du peuple, les désirs du peuple et tout ça. Alors, tout le monde, maintenant, parce qu'on ne peut pas, les gens là, les responsables, les commissaires européens de ça sont complètement paralysés, parce qu'on ne peut pas, comment peut-on réagir face à un chanson? On ne peut pas appeler la police. Finalement, ils ont appelé la police aussi. Mais c'est beaucoup plus difficile de mobiliser la police contre des gens qui chantent. Oui, bien sûr. Alors, c'est une autre blague très intéressante. Et ils ont fait beaucoup d'actions contre les TTIP et le CETA. Et ils continuent toujours à le faire. Il y a aussi notre député en Allemagne qui est aussi qui est comédienne, absolument. Il est journaliste, mais il utilise beaucoup l'humour. Il a été élu seul avec un parti, son parti qui s'appelle Le Parti. Ah oui, c'est ça. Et il fait aussi beaucoup de blagues, tout ça. Alors nous avons des compagnies au sein du Parlement européen. Ouais. Alors il y a un autre clown, peut-être on peut le dire comme ça, dans l'Union européenne, qui est rentré dans la scène médiatique. On en parlait avec les Italiens la dernière session plénière. C'est Beppe Grillo, avec son mouvement 5 étoiles, sauf que c'est peut-être un clown un peu plus sinistre qui est apparu. Est-ce que toi-même, Stelios Kouloglou, tu as déjà rencontré Beppe Grillo qui Si, je l'ai rencontré déjà parce qu'il faisait partie de notre documentaire à moi, avant, qui s'appelait La Marraine. C'était c'était une biographie unofficielle de Madame Merkel. Et Beppe Grillo parlait de ça. Mais moi, je ne partage pas les idées de Beppe Grillo. Par contre, la semaine dernière, on a organisé à Bruxelles Dijsselbloem Nights, les nuits Dijsselbloem.
Ça, c'était vraiment... Dijsselbloem comme le diesel. Non, non, Dijsselbloem, c'est le... Jeroen Dijsselbloem, c'est le président de Eurogroup. Ah oui, oui. Et aussi, il est ministre des Finances en Hollande. D'accord. Et lui, il a dit, il y a quelques semaines, il a dit que les pays du Sud ont perdu leur argent avec des femmes pour les femmes d'alcool. Et nous avons organisé des nuits d'Asselbloem à Bruxelles. Avec prostituées. Non, pas de prostituées. Non, quand même pas. Non, on a présenté la vraie culture des pays du Sud. Ça veut dire que nous avions de la nourriture, de la musique, de l'Espagne, Portugal, Italie et Grèce. Et nous avons très bien passé les différentes soirées avec le Dijsselbloem Night. Alors c'est vrai que pour le coup ça c'est quand même au-delà d'effectivement ce cliché qui est quand même tellement grossier qu'il est difficile de le croire. Il a beaucoup été question d'une mauvaise gestion financière de la Grèce par exemple qui l'aurait précipité vers la crise à l'époque. Ah oui, évidemment, il y avait une mauvaise gestion par les partis politiques, il y avait des corruptions, les partis politiques traditionnels, à la fois de la droite et aussi de la part des socialistes. Mais face à la crise, la réponse qui a été donnée par les institutions européennes et le Fonds monétaire international, ce n'était pas de sauver ni l'économie grecque ni le peuple grec, mais sauver les banques privées qui ont été exposées, qui ont prêté de l'argent à la Grèce. Alors ils ont sauvé les banques et ils ont détruit le peuple. C'est ça qui s'est passé. D'accord. Voilà donc la triste histoire qui risque de peut-être se reproduire dans les prochains temps si effectivement aucune prise de conscience n'est réalisée à l'échelle parlementaire. Oui, mais ça ne concerne pas seulement la Grèce. Oui, c'est ça, partout en Europe, ça a été le cas en France aussi. Oui, on a une oligarchie financière qui dirige le monde, le 1%, le 5%, le 10% si tu veux, qui gagne de l'argent, tandis que le 90% de la population devient de plus en plus pauvre et tout ça. C'est ça le problème. La Grèce, par hasard, mais aussi par la faute des politiciens, se trouve encore au milieu de la crise. Ouais. Mais la crise n'est pas un phénomène typiquement grec, ni un phénomène typiquement des pays du Sud. C'est une crise dans toute l'Europe et dans tout le monde. Les différences sociales à ce moment en Grande-Bretagne, les différences sociales entre les plus pauvres et les plus riches sont plus grandes que c'était pendant la période victorienne. Ah ouais. La période victorienne, c'est-à-dire vraiment la période genre Oliver Twist et tout ça, quoi. Ouais. Ce sont les différences, parce que les hommes qui dirigent les grandes entreprises, les banques et tout ça, gagnent beaucoup plus d'argent que les plus pauvres britanniques. C'est incroyable ce qui se passe. Et pourtant, on continue de féliciter donc ces pays avec une économie qui se tient aussi bien, un marché qui fait son office. Oui, mais c'est pas pour tout le monde. La croissance et la prospérité, c'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour les riches. C'est-à-dire que les autres, la plupart des gens deviennent plus pauvres. Si on fait une comparaison entre les salaires des ouvriers américains pendant les années 70 et maintenant, ils gagnent moins qu'ils gagnaient pendant les années 70. Alors que la richesse du planète est beaucoup plus grande qu'à l'époque. Bon, bah espérons peut-être que désormais un feu sauvage embrase l'intégralité de nos contrées européennes, à l'instar de
notre ami Cinder, dont nous avons déjà parlé, puisque nous allons poursuivre la playlist de notre soirée avec à nouveau un extrait de son EP Wildfire Spreads, et cette fois-ci avec un remix de Paulus, également, toujours artiste strasbourgeois. Et c'est la partie 5 d'un album à retrouver. Remboursement de l'argent de la dette pour la Grèce. Donc du coup, c'était la semaine dernière que la nouvelle phase a commencé. Et donc il faudrait donc rembourser jusqu'à quand? Et est-ce que le programme va finir dans 2-3 ans? Ou est-ce que c'est une dette qui va s'étaler sur tant que la politique européenne de la dette ne changera pas? Les programmes officiellement terminent l'année prochaine, l'été de 2018. Mais pour que l'argent soit remboursé, c'est une nouvelle tranche d'argent qui effectivement va servir pour honorer la dette. Ça veut dire l'argent, les 95 d'argent qui viennent à la Grèce part directement pour rembourser la dette. C'est ça. Ça veut dire les investissements étrangers qui arrivent et l'argent qui est produit en Grèce part, 95% partent. Les prêts, parce qu'on a donné un prêt en Grèce pour honorer la dette. Alors, on parle toujours de l'argent qui arrive à la Grèce, la tranche de la prête, qui chaque fois arrive à la Grèce, techniquement n'arrive jamais à Grèce. Le 95% de l'argent va directement pour honorer la dette précédente. Ça veut dire que le programme de remboursement en fait, de la dette, le programme de remboursement de dette va durer longtemps. D'accord, accompagner quand même des crises de plus en plus graves par rapport à la nourriture aussi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de familles qui manquent d'argent pour il n'y a pas de la famine, mais... ça commence à se sentir qu'il y a de moins en moins de moyens. Le problème, c'est que pour donner l'argent, la Troïka, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire, et aussi l'Allemagne, demandent des mesures d'austérité et du démantèlement tout l'État-providence et tous les services sociaux du pays. Alors, et aussi pour privatiser toutes les entreprises, tout le monde. Sauf nous ne sommes pas encore privatisés, mais ça va passer. Et encore, est-ce que vous avez déjà Foodora et tout ça, des startups comme ça, enfin des startups, des entreprises où on utilise des statuts comme celui d'auto-entrepreneur en France, etc. En Grèce, vous avez déjà ça? Si, on a aussi ça. Uber Uber, non, mais on a des startups. Il y a des startups qui font de bon boulot, des gens qui essayent de se débrouiller dans des situations très difficiles économiquement. Mais pour donner l'argent, ils demandent plus de mesures d'austérité, mais pas seulement pour la période du programme, ça veut dire la période que les prêts soient donnés, mais aussi pour après le programme. Ça veut dire qu'il oblige le Parlement d'adopter des mesures d'austérité pour l'année qui vient après la fin du programme, en disant qu'il faut aussi, à partir d'aujourd'hui, ça veut dire que le Parlement d'aujourd'hui vote des mesures qui seront adoptées par le gouvernement prochain. Chose qui est incroyable parce que il y a pas les élections n'ont pas de valeur, perdent leur champ, leur valeur si déjà
tout est tracé, tout est décidé. Donc en résumé, l'élection de M. Macron donc, à la tête de la France se résume aux yeux du Syriza comme une nouvelle étape d'une financiarisation de l'État et qui passera peut-être pas comme en Grèce, mais qui arrivera petit à petit s'inviter dans la vie quotidienne des gens. Écoute, la Grèce est un laboratoire pour toute l'Europe. Hein. Ça veut dire qu'on impose des mesures, des solutions, entre guillemets, en Grèce pour voir les résultats et après les appliquer dans les autres pays. Pour voir si ça marche, les réactions, la souffrance, comment les gens réagissent. Et si c'est le cas, ça va bien, et les mesures d'austérité sont passées, alors on dit, après on peut les imposer à des autres pays, les appliquer aux autres pays. C'est maintenant le cas avec la France, hein, avec les privatisations, la réduction de la production sociale, tout ça. Tous les changements des lois sur le travail, tout ça. Παρακαλώ. Merci beaucoup Stelios et à très bientôt, hein, peut-être une prochaine session plénière. En octobre, on espère, on viendra voir donc ton film Mourir de rire. J'espère que oui. On sera là. On verra même le dispositif plus tard de comment est-ce qu'on suivra donc cette projection. On fera peut-être. Si tu peux venir le lundi soir aussi, nous parler du film, on verra à ce moment-là. Ah oui, bien sûr, je viendrai. Avec plaisir. Merci donc encore Stelios Kouloglou et à bientôt. Bonne session plénière alors. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Et bon été, bonnes vacances. Voilà peut-être